Alors, je ferme la parenthèse, mais cette idéologie méritocratique qui va sortir de la parabole des talents, qui va sortir de cette valorisation pédagogique et républicaine du travail, eh bien, ça va durer en gros jusqu'aux années 60, jusqu'aux années 1960, j'allais dire jusqu'à mai 68, pour prendre un repère commode. Et à partir de là, nous allons retrouver, mais pour d'autres raisons que les raisons aristocratiques que j'évoquais en commençant, une nouvelle dévalorisation du travail. Qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on va appeler la rénovation pédagogique des années 70, héritière de mai 68 ? Eh bien, il se passe ceci, on voit apparaître ce que j'ai appelé l'éthique de l'authenticité, c'est-à-dire une éthique qui va être à la fois hostile à l'éthique aristocratique, hostile à l'idée de programme commun à une nation, c'est-à-dire à l'idée de res publica, l'idée qu'il y a une formation commune à tous les petits Français, à tous les petits Allemands, à tous les petits Italiens, etc. Res publica. Et qui va être en même temps hostile à l'idée méritocratique, c'est-à-dire à l'idée d'effort et de travail. Pourquoi ? Parce que le but de cette rénovation pédagogique qui va sévir dans les années 70-80, et qui est encore une fois, se veut explicitement l'héritière du joyeux mois de mai, eh bien c'est de parvenir à faire en sorte que l'élève devienne lui-même justement, d'où le lien entre la question du travail et la question de la finalité de l'éducation. Je disais 3 caractéristiques, anti-aristocratique, anti-res publica et anti-méritocratique. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Ce qui va caractériser l'héritage de Mai dans la rénovation pédagogique, c'est premièrement l'idée que tout se vaut, que toutes les cultures se valent, que la culture européenne n'est pas supérieure à la culture des Nambikuara, des Indiens Guayakis ou des tribus africaines, que toutes les cultures se valent. C'est Lévi-Strauss, c'est ils sont différents, ils sont autres, ils ne sont pas moindres. On sort de la notion de société primitive pour entrer dans la notion de société traditionnelle, ou comme dit Lévi-Strauss, de société sauvage. On abandonne l'idée que les tribus primitives sont en quelque sorte sur une échelle de développement des sous-développés. Plus personne aujourd'hui ne parle de pays sous-développés, de société primitive. On parle de société traditionnelle. Mais il y a aussi cette idée, c'est la même chose, c'est la même idée, que toutes les cultures se valent, non seulement les cultures des peuples premiers, comme on dit aujourd'hui, ou des peuples traditionnels, mais aussi qu'il n'y a pas de différence entre haute culture et culture populaire. Il n'y a pas, dit-on à l'époque, de grande musique et de musique populaire, il y a de la bonne musique. C'est un leitmotiv qui revient en permanence. Il n'y a pas, à la limite, Lou Reed, c'est aussi bien que Bach. Bon, il n'y a pas de différence entre la culture populaire, entre la BD et Shakespeare. Il n'y a pas de différence entre la culture populaire et ce qu'on appelait la haute culture. Tout ça, c'est des fantasmes de la bourgeoisie, de la distinction bourgeoise, pour parler comme Pierre Bourdieu. Et donc, on est dans une optique qui est totalement anti-aristocratique. Tout se vaut. Et y compris bien sûr sur le plan sexuel. On va déculpabiliser les pratiques sexuelles qui étaient considérées comme déviantes, notamment bien sûr l'homosexualité. Et puis dans toutes les bibliothèques des étudiants américains, on va trouver des manuels d'éducation sexuelle dans lesquels, évidemment, toutes les pratiques se valent, du moment que ça fait plaisir et du moment que c'est authentique, du moment que c'est vécu dans la sincérité, si je puis dire, dans l'authenticité. Et donc vous avez tous les compartiments du jeu qui sont explorés dans ces manuels. Ils sont très drôles d'ailleurs, enfin très drôles involontairement. Cette mise au même niveau de toutes les pratiques sexuelles, de toutes les cultures, de tous les niveaux de culture, mais qui va aussi engendrer l'idéologie de l'épanouissement de soi. C'est le moment où le jogging va apparaître comme un phénomène sociologique global. Pour parler comme Durkheim, on va, dans les grandes villes occidentales, se mettre à tourner comme des fous autour des lacs tous les dimanches. Ça n'existait pas dans mon enfance. Tout ça est lié à l'idée, de même que la prolifération des psychothérapies en tout genre, de la dynamique de groupe, de l'analyse transactionnelle, du rolfing, de la bioénergie, de tout ce que vous voudrez, il y en a des centaines. Eh bien, tout ça vise évidemment à faire en sorte que l'individu soit bien dans sa peau, bien dans sa tête. Le but de l'éducation, c'est l'épanouissement de soi. C'est pas l'élévation de soi.
Non pas devenir autre, mais devenir soi. Quel est le but de l'éducation? Quelle est la finalité de l'éducation? Et notamment, je rentre immédiatement dans le fond du problème, est-ce que l'éducation et l'enseignement, je vais faire une distinction entre les deux, mais regroupons-les pour l'instant, pour le moment, est-ce que l'éducation et l'enseignement doivent viser à faire en sorte que nos enfants deviennent autres que ce qu'ils étaient au départ? Est-ce qu'il s'agit, au sens étymologique du terme, de les aliéner, de les rendre autres, de les faire passer d'un degré n à un degré n plus 1? Est-ce qu'il s'agit de les élever en ce sens-là, l'enfant étant un élève dans le cadre du système scolaire? Est-ce qu'il s'agit donc de rendre les enfants autres qu'ils n'étaient au départ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'épanouir leur personnalité avec un thème à la fois nietzschéen et freudien qui revient dans la pédagogie moderne? Est-ce qu'il s'agit de devenir ce que nous sommes déjà au départ? Deviens ce que tu es. Deviens autre ou deviens ce que tu es, ça n'est pas la même chose. Élever, instruire, instruction publique, épanouir, ça n'est pas le même projet éducatif. Alors, quel est le bon projet éducatif? Est-ce que c'est les deux? Mais dans quelle proportion? Est-ce qu'on veut élever nos enfants pour les rendre autres? Est-ce qu'on veut qu'ils soient épanouis et qu'ils deviennent eux-mêmes? Peut-être les deux, mais encore une fois, dans quelle proportion? En tout cas, les deux projets éducatifs sont très différents et ils s'affrontent notamment dans une polémique constante depuis maintenant une quarantaine d'années en France, la polémique entre ceux qu'on appelle les pédagogues, d'un côté, qui sont des héritiers de mai 68 et qui visent plutôt à l'épanouissement de la personnalité, au bien-être de l'enfant, au centre du système éducatif, et puis les républicains, modèle Chevènement, si vous voulez, qui veulent au contraire élever l'enfant et faire en sorte qu'il soit déraciné et qu'il devienne autre que ce qu'il était au départ.